Blake, tu n'es pas vraiment mon fils, alors je te coupe les vivres à compter d'aujourd'hui. Les mots de David Richardson ont résonné dans le gymnase bondé du lycée Westfield High School comme un coup de canon. 400 personnes, camarades de classe, familles, professeurs, sont restées silencieuses. Même le bébé qui pleurait au 3e rang s'est tu. Je me tenais au milieu du chemin menant à la scène, mon nom résonnant encore dans les haut-parleurs après avoir été appelé pour recevoir mon diplôme. Au lieu d'applaudissements et de flashs d'appareils photo, j'ai reçu l'humiliation publique la plus dévastatrice de ma vie. Je m'appelle Blake et, à 18 ans, je viens d'être déshérité par mon père adoptif devant toute la communauté. Mais alors que David pensait me détruire avec sa déclaration calculée et cruelle, il ne se rendait pas compte d'une chose fondamentale. Je savais déjà exactement comment cette histoire allait se terminer. Je n'ai pas l'obligation de payer les études de quelqu'un qui n'est pas de ma sang, a poursuivi David, d'une voix ferme, comme s'il présentait un rapport d'entreprise. Il était assis au 4e rang, les bras croisés, l'air confiant. Il est temps que tu apprennes ce qu'est la vraie vie. Lisa, sa femme depuis 3 ans, tirait désespérément sur la manche de son blazer, lui chuchotant quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Son visage était devenu blanc comme un linge. Le bébé de 8 mois dans ses bras, censé être mon demi-frère Ethan, s'est remis à pleurer, comme s'il pouvait sentir la tension dans l'air. La foule a éclaté en murmures choqués. Des téléphones se sont tournés dans notre direction, enregistrant chaque seconde de cette catastrophe familiale. Demain, cela serait sur tous les réseaux sociaux, un garçon rejeté par son père lors de la remise des diplômes. Sauf qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement. J'aurais dû m'enfuir de ce gymnase en larmes. J'aurais dû être dévasté, humilié, brisé. C'était ce que David attendait. C'était ce que tout le monde attendait. Au lieu de cela, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire triste ou forcé. C'était un sourire sincère, le genre de sourire qui, selon ma mère adoptive Catherine, illuminait tout mon visage avant qu'elle ne meure d'un cancer il y a 4 ans. Parce que David venait de me donner l'ouverture parfaite. Eh bien, ai-je dit, assez fort pour que le micro capte ma voix, puisque nous partageons des secrets de famille. Je me suis dirigé vers le podium au lieu d'aller directement à la table des diplômes. Le directeur a essayé de me diriger vers le bon endroit, mais j'ai secoué doucement la tête. J'ai quelque chose à dire, ai-je annoncé en ajustant le micro. Le gymnase était si silencieux qu'on pouvait entendre le ronronnement de la climatisation. Tout le monde était penché en avant, attendant de voir comment cette situation bizarre allait se dérouler. J'ai fouillé dans mon dossier de remise des diplômes et j'ai sorti une enveloppe blanche, la même que je portais sur moi depuis 2 semaines, en attendant précisément ce moment. David a raison, ai-je commencé en le regardant droit dans les yeux. Je ne suis pas votre fils biologique. Je l'ai toujours su. Catherine me l'a dit quand j'avais 12 ans, et elle s'est assurée que je comprenne à quel point j'étais aimé et désiré. L'assurance de David vacilla légèrement. Cela ne se passait pas comme il l'avait prévu. Mais puisque nous parlons d'ADN et de secrets de famille, ai-je poursuivi en tenant l'enveloppe, laissez-moi vous dire quelque chose d'intéressant sur la génétique. Lisa n'était plus seulement pâle, elle était grise. Elle secouait frénétiquement la tête, murmurant « non » à plusieurs reprises. Le bébé continuait de pleurer, mais elle ne semblait même pas s'en apercevoir. Vous savez, dis-je en ouvrant lentement l'enveloppe, parfois, ceux qui jettent des pierres vives dans les maisons de vers les plus fragiles. Le bruit du papier qui s'ouvrait résonnait de manière impossible dans le gymnase silencieux. Votre fils, ce bébé précieux que vous avez montré partout ces 8 derniers mois, n'est pas biologiquement le vôtre, David. Une explosion de chuchotements et de murmures s'ensuivit. Les gens se levèrent, tendant le cou pour mieux voir. Des téléphones enregistraient sous tous les angles. Lisa a une liaison avec votre frère Michael depuis plus d'1 an. Ai-je poursuivi, la voix ferme malgré mon cœur qui battait à tout rompre. Le bébé qu'elle tient dans ses bras est votre neveu, pas votre fils. Les jambes de David ont fléchi. Il s'est effondré sur sa chaise comme si quelqu'un avait coupé ses cordes. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son ne sortait. Lisa a poussé un son étouffé et s'est précipitée vers la sortie, toujours avec le bébé dans les bras. Elle courait littéralement, trébuchant sur les rangées de chaises avec ses talons hauts de marque. J'ai les résultats du test ADN ici même, ai-je dit en agitant les papiers. 99,9% de certitude. Votre frère Michael est le père biologique de cet enfant. La salle de sport est devenue complètement chaotique. Les gens parlaient tous en même temps, pointaient du doigt, se levaient sur leurs chaises pour mieux voir. Mes camarades sur scène étaient figés, leur propre remise de diplôme oubliée au profit de ce drame inattendu. Mais je n'avais pas fini. Si cette histoire de vengeance et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment l'expérience la plus humiliante de ma vie s'est transformée en une occasion parfaite pour révéler la vérité qui allait tout changer à jamais.
Car ce que David ne savait pas, c'est que pendant 3 longs mois, j'avais méticuleusement rassemblé toutes les preuves de sa trahison. Et j'étais sur le point de révéler des secrets qui détruiraient non seulement son mariage, mais aussi toute l'image soigneusement construite qu'il s'était créée. « Oh, Elisa !» ai-je crié alors qu'elle trébuchait sur les chaises en essayant de s'enfuir, « tu ferais bien de faire plus attention à l'endroit où tu laisses tes reçus d'hôtel et tes bijoux. Surtout ce bracelet qui appartenait à ma mère. » Les lourdes portes du gymnase se refermèrent derrière elle dans un bruit qui résonna comme un coup de tonnerre. Lisa avait disparu, mais David restait assis comme une statue brisée, me regardant comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Son visage était passé de confiant à confus, puis de confus à complètement brisé en quelques minutes. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, vous devez connaître la véritable histoire de David Richardson, l'homme qui a passé 3 ans à me faire croire que j'étais un fardeau dans sa vie, alors qu'en réalité, c'était lui qui était trompé. David a toujours été un homme autoritaire. Même lorsque Catherine était en vie, il traitait notre famille comme un projet d'entreprise. Les dîners étaient des réunions où je devais rendre compte de mes notes et de mes activités. Les vacances étaient des événements planifiés avec une précision militaire. Notre maison ressemblait plus à un showroom qu'à un foyer. Catherine adoucissait tout cela. Elle était mon refuge dans une maison qui ressemblait souvent plus à un hôtel de luxe. Quand elle est décédée d'un cancer il y a 4 ans, je n'ai pas seulement perdu une mère, j'ai perdu mon traducteur émotionnel, la seule personne qui pouvait faire en sorte que David montre une affection sincère. Le changement a été immédiat. Sans Catherine pour adoucir ses angles, David est devenu encore plus distant. Les dîners se sont transformés en sessions silencieuses où il vérifiait ses emails pendant que je mangeais seul. Les conversations se réduisaient à des grognements d'approbation ou de désapprobation sur mes bulletins scolaires. Puis Lisa est arrivée. 6 mois après les funérailles de Catherine, David a ramené Lisa à la maison. Elle était tout ce que Catherine n'était pas, froide, calculatrice, polie comme une poupée de vitrine. Là où ma mère portait des pulls confortables et sentait toujours les biscuits faits maison, Lisa portait des tailleurs sur mesure et des parfums coûteux qui coûtaient plus cher que mon argent de poche annuel. « Tu dois être le fils », m'a-t-elle dit la première fois que nous nous sommes rencontrés, comme si j'étais un meuble curieux plutôt qu'un adolescent en deuil. David l'a épousée 8 mois plus tard. Une petite cérémonie, juste la famille proche et quelques associés. J'ai porté le costume noir que Catherine m'avait acheté pour les occasions spéciales, et Lisa a fait des remarques passives-agressives sur ma face gothique à qui voulait l'entendre. La maison a changé après le départ de Lisa. Les bougies à la vanille de Catherine ont été remplacées par des diffuseurs coûteux qui sentaient le magasin de grands magasins. Ces coins lecture douillets sont devenus des espaces d'exposition pour la collection de figurines en cristal de Lisa. Même les photos de famille ont changé. Celles où nous figurions avec Catherine ont été discrètement déplacées vers des emplacements moins visibles, remplacées par des portraits professionnels de David et Lisa qui semblaient sortir d'un magazine. Puis vint l'annonce de la grossesse. J'avais 16 ans, assis à la table du petit déjeuner avec un bol de céréales, quand Lisa a posé sa main sur son ventre encore plat et m'a souri de son sourire parfait. « Nous allons avoir un bébé », a-t-elle annoncé comme si elle commentait la météo. Le visage de David s'est illuminé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Une joie pure, une excitation sincère, le genre d'expression que j'avais passé des années à essayer d'inspirer. Il a pris Lisa dans ses bras et l'a fait tournoyer dans la cuisine tandis qu'elle riait et protestait qu'il allait la rendre malade. Je suis resté assise là, ma cuillère à mi-chemin de ma bouche, regardant cette démonstration de bonheur qui n'avait rien à voir avec moi. « C'est notre deuxième chance », a déclaré David plus tard dans la soirée, sa main posée protectivement sur le ventre de Lisa. « Notre chance de faire les choses bien. » L'implication était claire. J'avais été pratique, un essai. Ce bébé serait la vraie chose. C'est alors que j'ai commencé à prendre mes distances. Je passais plus de temps à la bibliothèque, restant jusqu'à la fermeture et rentrant chez moi à pied dans des quartiers calmes où je pouvais réfléchir. J'ai trouvé un emploi à temps partiel dans une librairie locale, en partie pour l'argent, mais surtout pour avoir une excuse pour être ailleurs. Le bébé est arrivé un mardi de mars. Un garçon, parfait et en bonne santé, avec des cheveux foncés et des yeux curieux. Ils l'ont appelé Ethan, et David a pleuré, des larmes de joie cette fois-ci. Il a tenu son fils comme s'il était en cristal, lui murmurant des promesses sur toutes les choses qu'ils feraient ensemble, toutes les façons dont il serait un bon père. Je regardais depuis la porte de la chambre d'hôpital, invisible comme toujours, et je me demandais s'il m'avait déjà tenu ainsi quand j'étais petit. Mais c'est pendant ces visites nocturnes à l'hôpital que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Michael, le petit frère de David, semblait passer beaucoup de temps à l'hôpital. Plus que la plupart des oncles. Il apportait des fleurs, des cadeaux coûteux, et trouvait toujours des excuses pour tenir le bébé quand David n'était pas là. Michael était propriétaire d'une entreprise technologique prospère et n'avait jamais été marié ni eu d'enfant. Il était charmant,
riche, et avait toujours été le sujet de conversation préféré de Lisa lors des dîners de famille. Trop préféré, peut-être. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler lentement, comme un puzzle que je ne voulais pas résoudre. Des appels téléphoniques tard dans la nuit que Lisa interrompait brusquement lorsque quelqu'un entrait dans la pièce. Des virées shopping où elle rentrait à la maison avec des sacs provenant de magasins que Michael avait mentionnés. La façon dont elle s'illuminait lorsque son nom était mentionné dans la conversation, essayant rapidement de cacher sa réaction. 3 mois après la naissance d'Ethan, je devais être en train de dormir quand j'ai entendu Lisa parler au téléphone dans la cuisine. Il était minuit passé et elle chuchotait, mais le son se propageait dans notre vieille maison. « J'ai dit à Michael d'arrêter d'envoyer des cadeaux ici », disait-elle. « David commence à se méfier de toute l'attention que tu accordes au bébé. » Mon sang s'est glacé. « Je sais que tu veux t'impliquer », a poursuivi Lisa, « mais nous devons être prudents. Au moins jusqu'à ce qu'Ethan soit plus grand. Ensuite, nous pourrons peut-être trouver un moyen de lui dire la vérité sur son vrai père. » Ce soir-là, Lisa avait scellé son destin. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant 3 mois, j'avais méticuleusement documenté chaque preuve de sa trahison, constituant un dossier irréfutable. Car une partie de moi était déjà en train d'élaborer un plan, une façon d'utiliser ces informations le moment venu. Quand David me pousserait trop loin. Comme il s'est avéré, le jour de la remise des diplômes a été exactement ce moment. Mais ce que David ne savait pas, c'était combien de secrets j'avais découverts, et à quel point les conséquences seraient dévastatrices lorsque je déciderais enfin de les partager avec le monde entier. Après cette conversation téléphonique de minuit qui a tout changé, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis resté allongé dans le noir, repassant dans ma tête chaque mot que Lisa avait murmuré, essayant de décider quoi faire de cette information qui venait de me tomber dessus. Une partie de moi voulait descendre immédiatement et les confronter. Une autre partie voulait appeler David immédiatement et tout lui raconter. Mais une troisième partie, celle qui avait appris à survivre dans une maison où l'affection était rationnée, me disait d'être patiente. De rassembler plus de preuves. De monter un dossier irréfutable. C'est cette troisième voie qui l'a emporté. Et c'est aussi cette nuit-là que j'ai pris la décision qui allait changer le cours de ma vie. Si David essayait un jour de me jeter, j'aurais les outils pour détruire le monde parfait qu'il pensait avoir construit. Le comportement de Lisa est devenu encore plus effronté après cet appel. Comme si le fait d'avoir verbalisé son secret la rendait plus sûre, plus protégée. Elle a commencé à sortir plus souvent, toujours avec des excuses élaborées concernant des engagements sociaux ou des rendez-vous médicaux pour le bébé. « Je dois emmener Ethan chez le pédiatre aujourd'hui », annonçait-elle au petit déjeuner, vêtue d'une robe qui coûtait plus cher que mon allocation annuelle. « Ça peut prendre quelques heures. » David grognait simplement en signe d'approbation, déjà concentré sur ses emails matinaux. Mais j'ai commencé à prêter attention aux détails. Lisa rentrait à la maison avec des sacs de courses coûteux, mais ne mentionnait jamais être allée dans les magasins. Ses cheveux étaient toujours parfaitement coiffés, comme si elle sortait d'un salon, mais elle ne parlait jamais de ses visites chez le coiffeur. Et il y avait une lueur dans ses yeux, le genre de satisfaction que procurent les aventures secrètes. Michael intensifia également ses visites. Auparavant, il venait dîner en famille 1 ou 2 fois par mois. Maintenant, il était toujours là. « Je suis juste venu voir mon neveu », disait-il en prenant Ethan dans ses bras avec une familiarité qui allait au-delà de l'affection typique d'un oncle. David était fier de l'attention que Michael accordait au bébé. « C'est bien de voir à quel point tu tiens à ta famille », disait-il à son frère. Ethan a de la chance d'avoir un oncle comme toi. S'il avait su. La situation a considérablement empiré lorsque David a décidé qu'il était temps de sévir avec moi. Lisa avait semé des graines empoisonnées dans son esprit au sujet de mon manque de gratitude et de mon comportement distant. Blake doit apprendre à être responsable, avait-elle déclaré lors d'un dîner, en berçant gentiment Ethan pendant qu'elle parlait. À 18 ans, je travaillais déjà et je payais mes propres factures. Lisa a raison, a acquiescé David en me regardant avec cette expression clinique que je connaissais si bien. Tu as été trop gâté. Il est temps de grandir. C'est ainsi que les règles ont commencé. Couvre-feu à 21h. Interdiction d'utiliser la voiture le week-end. Réduction de l'argent de poche. Tâches ménagères supplémentaires que Lisa inventait chaque jour. Nettoie le sous-sol, ordonnait-elle. Range le garage. Lave les vitres à l'intérieur et à l'extérieur. Chaque ordre était accompagné de ce sourire doux qui ne richait pas ses yeux. Le pire, c'était les dîners en famille quand Michael était présent. Lisa se transformait en une version exagérée de l'épouse dévouée, touchant constamment le bras de David, riant trop fort à ses blagues, faisant des démonstrations d'affection maternelle envers Ethan. Mais je voyais comment ses yeux se détournaient vers Michael quand David ne regardait pas. Je voyais comment Michael tenait Ethan pendant des périodes inutilement longues,
lui chuchotant des choses que personne d'autre ne pouvait entendre. Au cours d'une de ces scènes grotesques, j'ai pris ma deuxième grande décision. Je ne serai plus un observateur passif. Je serais un documentariste actif. J'ai commencé modestement. Une photo discrète de Michael tenant Ethan de manière trop protectrice. Un enregistrement audio de Lisa mentant sur l'endroit où elle avait passé l'après-midi. Des captures d'écran des heures étranges auxquelles elle consultait son téléphone. Puis j'ai découvert que notre système de sécurité domestique enregistrait plus que David ne le pensait. David avait installé des caméras dans toute la maison après plusieurs cambriolages dans le quartier. C'est pour notre protection, avait-il expliqué. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le système enregistrait automatiquement toutes les vidéos sur un serveur cloud, et j'avais mémorisé le mot de passe lorsque le technicien l'avait configuré devant moi. 3 mois d'enregistrement m'ont fourni une mine de preuves. Lisa au téléphone, murmurant des déclarations d'amour à quelqu'un qui n'était clairement pas David. Michael en visite pendant la journée, lorsque David était au travail, entrant avec sa propre clé. Des moments intimes entre eux dans notre salon, sur notre canapé, tandis qu'Ethan dormait dans sa poussette à côté. Mais la preuve la plus accablante venait de Lisa elle-même. Dans un enregistrement datant du mois d'avril, Lisa était seule avec Ethan dans la cuisine lorsque le bébé s'est mis à pleurer. Elle l'a pris dans ses bras, l'a bercé doucement et a commencé à lui chanter une berceuse. Mais au milieu de la chanson, elle s'est arrêtée et a murmuré « Chut, mon amour. Papa Michael viendra te rendre visite demain. Nous devons juste garder notre secret encore un tout petit peu plus longtemps. » Elle a embrassé le front du bébé et a poursuivi « Quand tu seras grand, tu comprendras pourquoi maman a dû faire ça. David est un homme bien, mais ce n'est pas ton vrai père. Ton vrai père t'aime très, très fort. » Cet enregistrement m'a rendu physiquement malade. Pas seulement à cause de la trahison évidente, mais aussi à cause de la froideur calculée avec laquelle Lisa nous manipulait tous. David, qui croyait sincèrement qu'il élevait son premier enfant biologique. Ethan, qui allait grandir dans le mensonge depuis son berceau. Et moi, qui étais systématiquement écarté de la famille pour faire place aux vrais enfants de Lisa. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma troisième et plus importante décision. Quand le moment serait venu, et je savais qu'il viendrait, je ne me contenterais pas de révéler la vérité. Je détruirais complètement la façade que Lisa avait construite. Mon occasion s'est présentée plus tôt que prévu. David était devenu de plus en plus critique à l'égard de mes projets universitaires. « Tu penses vraiment que tu mérites Columbia ?» m'a-t-il demandé lors d'un petit déjeuner tendu. « Il existe des universités d'État parfaitement adaptées à quelqu'un avec tes notes. » Lisa a acquiescé en signe de soutien. « David a raison, Blake. Tu dois être plus réaliste quant à tes options. » Mais c'est la conversation que j'ai entendue entre 3 semaines avant la remise des diplômes qui a scellé leur destin. Je montais les escaliers lorsque j'ai entendu des voix tendues provenant de leur chambre. La porte était entr'ouverte et les mots m'ont parvenu avec une clarté cristalline. « Tu n'envisages pas sérieusement de lui couper les vivres pour ses études, » disait Lisa, mais son ton n'était pas inquiet, il était plutôt soulagé. « Pourquoi pas ?» répondit David. « Il n'est pas de mon sang. J'ai rempli mon devoir en lui fournissant un toit et une éducation de base. Il est temps maintenant qu'il apprenne à subvenir à ses besoins. Et quand vas-tu lui dire ? À la remise des diplômes. En public, de manière définitive, sans possibilité de manipulation émotionnelle ultérieure. » Lisa a ri, d'un rire grave et satisfait. « Eh bien, cela résoudra certainement notre problème. Avec Blake hors du tableau, Ethan pourra grandir en étant fils unique, comme il se doit. » Ce soir-là, je me suis assis sur mon lit, serrant tous les dossiers que j'avais rassemblés. Des mois de preuves méticuleusement documentées. Des enregistrements, des photos, des reçus, des conversations transcrites. Un dossier complet et irréfutable contre Lisa et Michael. David pensait qu'il me chassait d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment voulu. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était sur le point de découvrir que la famille qu'il pensait avoir construite n'était qu'un mensonge depuis le début. En classant les preuves par ordre chronologique, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Le contrôle total de mon propre destin. Lors de la remise des diplômes, David aurait son moment d'humiliation publique calculé. Mais j'aurais ma vengeance complète et dévastatrice. Et contrairement à ces mensonges soigneusement construits, chaque mot que je prononcerais serait absolument vrai. La seule question qui restait était, David survivrait-il à l'effondrement complet de sa réalité ? Car lorsque j'aurais fini d'exposer tous les secrets que Lisa pensait avoir enterrés, il ne resterait plus rien du monde parfait qu'il croyait posséder. Depuis cette conversation sur la suppression de ma bourse universitaire, je savais que j'avais 3 semaines pour monter un dossier irréfutable. 3 semaines pour rassembler des preuves qui non seulement prouveraient mon cas, mais le détruiraient complètement. Obtenir des échantillons d'ADN a été plus facile que je ne le pensais.
Michael venait dîner tous les dimanches, comme d'habitude. Lors d'une de ses visites en avril, pendant qu'il jouait avec Ethan dans le salon, j'ai récupéré quelques mèches de cheveux dans la salle de bain qu'il avait utilisée. Les cheveux de David provenaient de sa brosse dans la salle de bain principale, ce qui était assez facile à faire lorsque Lisa était occupée avec le bébé. L'échantillon d'Ethan a été plus compliqué, mais les bébés bavent constamment. J'ai attendu que Lisa laisse une tétine sur la table basse et je l'ai discrètement mise dans un sac en plastique. Trouver un laboratoire d'analyse ADN qui accepte de travailler avec un mineur a été le plus difficile. La plupart exigeaient le consentement parental ou des documents légaux. Mais j'ai trouvé un petit laboratoire privé de l'autre côté de la ville qui posait moins de questions lorsque j'ai payé en espèces et expliqué que c'était pour un projet scientifique à l'école. La technicienne, une femme fatiguée d'une 50aine d'années, a à peine jeté un œil à mes échantillons. Test de paternité standard, a-t-elle confirmé. Les résultats seront prêts dans 2 à 3 semaines. Vous recevrez un appel lorsqu'ils seront prêts. Ces 3 semaines ont été une torture. Chaque jour, j'observais Lisa jouer son rôle de femme parfaite et de mère dévouée. J'observais David fondre de fierté devant son fils. J'observais Michael venir trop souvent et garder Ethan pendant des périodes inutilement longues. Pendant ce temps, j'ai rassemblé d'autres preuves. Des reçus d'hôtel que Lisa laissait tomber de son sac. Des appels étranges sur le téléphone fixe. Des bijoux coûteux qui apparaissaient à son poignet, notamment ce bracelet que j'ai immédiatement reconnu comme ayant appartenu à Catherine. Ce bracelet m'a mise plus en colère que toute autre chose. David l'avait donné à Michael pour qu'il le garde après la mort de Catherine, disant qu'il voulait préserver sa mémoire au sein de la famille. Voir Lisa porter un symbole de l'amour de ma mère comme trophée de sa trahison a été le moment où toute hésitation que j'avais encore a complètement disparu. David, pendant ce temps, était de plus en plus confiant quant à ses projets pour la remise des diplômes. Pendant les dîners, il faisait des commentaires sur la responsabilité personnelle et apprendre à subvenir à ses besoins. Lisa souriait et acquiesçait, les yeux brillants d'une satisfaction à peine dissimulée. 18 ans, c'est assez pour être indépendant, disait-elle en installant Ethan sur ses genoux. Il est temps que Blake construise sa propre vie. Si vous espérez que cette stratégie minutieuse et cette quête de vérité aboutissent à la justice, abonnez-vous à la chaîne, car vous n'avez encore rien vu. L'appel du laboratoire est arrivé un jeudi après-midi. J'étais au travail à la librairie lorsque mon téléphone a sonné. Monsieur Richardson, vos résultats sont prêts à être retirés. Ma main a tremblé lorsque j'ai raccroché. C'était le moment de vérité. Une fois que j'aurais vu ces résultats, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Je ne pourrais plus faire semblant de ne pas savoir ce que je savais. Je me suis rendu au laboratoire après le travail, l'estomac noué par le stress. Linda m'a remis une enveloppe scellée à mon nom. Les résultats sont sans équivoque, dit-elle, mais je ne pouvais pas déchiffrer son expression. Je m'assis dans ma voiture sur le parking du laboratoire, fixant l'enveloppe. Une partie de moi voulait la déchirer immédiatement. Une autre partie voulait la jeter et faire comme si rien ne s'était passé. Au lieu de cela, j'ai pris la route vers la maison et j'ai caché l'enveloppe dans mon exemplaire de Jane Eyre de Catherine, son livre préféré qu'elle m'avait lu d'innombrables fois quand j'étais petit. Il me semblait approprié de cacher les preuves des secrets d'une famille dans une histoire sur une autre orpheline qui essayait de trouver sa place dans le monde. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe ce jour-là, ni même cette semaine-là. Parce qu'un instinct me disait que je la gardais pour quelque chose. Pour un moment où j'aurais besoin de l'arme parfaite. Ce moment est arrivé le matin de la remise des diplômes, lorsque j'ai entendu David et Lisa planifier mon humiliation publique en bas. Le timing est parfait, disait David. En public, à la fin, sans possibilité de manipulation émotionnelle. Lisa a ri doucement. Eh bien, cela va certainement résoudre notre petit problème. Avec Blake hors du chemin, Ethan pourra grandir en étant le fils unique. Ce matin-là, j'ai enfin ouvert l'enveloppe. J'étais sûr à 99,99%. Michael était le père biologique d'Ethan. Assise sur mon lit, les résultats entre les mains, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Le contrôle total de mon propre destin. David pensait qu'il me préparait une embuscade pour la remise des diplômes. Il ne se doutait pas qu'il marchait droit dans le piège que je lui avais tendu. Tout en m'habillant soigneusement ce matin-là, non pas pour lui, mais pour moi, j'ai glissé les résultats du test ADN dans mon dossier de remise des diplômes, juste à côté du discours que je savais ne jamais prononcer. David allait avoir son moment d'humiliation publique calculé. Mais quand ce serait fini, il ne resterait plus rien du monde parfait qu'il pensait avoir construit. Et le meilleur dans tout ça, chaque mot que j'étais sur le point de prononcer serait absolument vrai. La seule question qui restait était de savoir si David survivrait à l'effondrement complet de la réalité qu'il croyait connaître.
Car lorsque j'aurais fini d'exposer tous les secrets que Lisa avait enterrés, toute sa vie se révélerait être un mensonge fondé sur la trahison et la manipulation. Le trajet jusqu'à l'école fut tendu. David conduisait avec cette expression déterminée que je connaissais bien, la même qu'il arborait avant les réunions importantes où il prévoyait de démanteler ses concurrents. Lisa était agitée sur le siège passager, ajustant compulsivement le rétroviseur et vérifiant son maquillage pour la 5e fois. « Ça va ?» lui demanda David, mais son ton suggérait que la question était plus protocolaire que sincère. « Je suis juste nerveuse pour le discours », mentit Lisa doucement, berçant Ethan sur ses genoux. « Je veux que tout soit parfait pour Blake. » L'ironie était si épaisse que j'en ai presque eu le souffle coupé. Lisa était nerveuse, mais pas pour la raison que David imaginait. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Les femmes qui vivent dans le mensonge développent un instinct aigu pour détecter quand d'autres personnes cachent des secrets. Dans le gymnase du lycée Westfield, j'ai observé David choisir stratégiquement nos places. 4e rangée, au centre, assez près pour être vu, assez loin pour pouvoir s'éclipser discrètement. Il s'est installé, les bras croisés, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises, comme un cadre attendant une présentation qu'il savait qu'il allait dominer. Lisa s'est assise à côté de lui, tapotant nerveusement la poignée de son sac à main. Ethan était agité, comme s'il pouvait sentir la tension dans l'air. Les autres parents autour de nous riaient et prenaient des photos, l'énergie typique d'une cérémonie de remise des diplômes remplissant la salle. David n'avait aucune idée qu'il était sur le point de devenir le centre d'un drame qui allait détruire sa vie en quelques minutes. La cérémonie commença normalement. Le discours du directeur sur les nouveaux départs et les possibilités infinies. La présentation du porte-parole de la promotion sur la poursuite des rêves et le dépassement des obstacles. Je n'écoutais presque pas les mots. J'étais entièrement concentré sur David, guettant le moindre signe de ce qui allait se passer. Lorsque les noms ont commencé à être appelés par ordre alphabétique, l'atmosphère dans le gymnase est devenue électrique. Chaque diplômé a eu droit à son moment de gloire, accompagné d'applaudissements, de cris d'encouragement et de flashs d'appareils photo. C'était magnifique et émouvant, exactement comme une remise de diplôme devrait l'être. Puis mon tour est arrivé. Blake Richardson. Je me suis levé, lissant ma toge, et j'ai commencé à marcher vers la scène. Le gymnase s'est plongé dans ce silence respectueux qui accompagne le moment de chaque diplômé. C'est alors que David s'est levé. Pas pour applaudir. Pas pour crier de fierté. Il s'est levé comme s'il s'apprêtait à faire une déclaration officielle. « Blake n'est pas vraiment mon fils », a-t-il déclaré d'une voix qui a tranché le silence comme un couteau. Je lui retire donc tout soutien financier à compter d'aujourd'hui. Le gymnase a explosé dans un brouhaha et des murmures choqués. Les gens se sont retournés sur leurs chaises, essayant de comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. Des téléphones se sont dirigés vers nous, déjà en mode enregistrement. Je n'ai pas l'obligation de payer les études universitaires de quelqu'un qui n'est pas de mon sang, a poursuivi David, plein d'assurance. Il est temps qu'il apprenne la vraie vie. Lisa tirait frénétiquement sur sa manche, chuchotant « David, non, pas comme ça », mais il l'ignora complètement. Ethan se mit à pleurer, probablement sous le coup de la tension, mais David était tellement concentré sur son moment de gloire qu'il ne le remarqua même pas. Ce qu'il ne remarqua pas non plus, c'était mon sourire. Je me dirigeais directement vers le podium plutôt que vers la table des diplômes. Le directeur a essayé de me diriger vers le bon endroit, mais j'ai gentiment secoué la tête. « Je dois répondre à ça », ai-je dit en ajustant le micro. Le gymnase était si silencieux qu'on pouvait entendre le ronronnement de la climatisation. 400 personnes se sont penchées en avant, attendant de voir comment cette situation bizarre allait évoluer. J'ai sorti l'enveloppe de mon dossier de remise des diplômes, la même enveloppe que j'avais transportée pendant 2 semaines, attendant précisément ce moment. « David a tout à fait raison », ai-je commencé, ma voix résonnant clairement dans le micro. « Je ne suis pas votre fils biologique. Je l'ai toujours su. Catherine me l'a dit quand j'avais 12 ans, et elle s'est assurée que je comprenne à quel point j'étais aimé et désiré. » L'assurance de David commença à vaciller. Ce n'était pas le scénario qu'il avait prévu. Il s'attendait à des larmes, à l'humiliation, à un départ silencieux. Pas ça. Mais puisque nous partageons des secrets de famille sur l'ADN, continuai-je en tenant l'enveloppe, il est peut-être juste que tout le monde connaisse toute la vérité. Lisa n'était plus seulement pâle, elle était grise. Elle secouait frénétiquement la tête, murmurant « non » à plusieurs reprises. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit faire tomber Ethan. « Vous voyez, dis-je en ouvrant lentement l'enveloppe, parfois, ceux qui jettent des pierres vives dans les maisons de vers les plus fragiles. » Le bruit du papier qui s'ouvrait résonnait de manière impossible dans le gymnase silencieux. « Votre fils, ce bébé précieux que vous avez montré pendant les 8 derniers mois, n'est pas biologiquement le vôtre, David. » L'explosion fut immédiate. Des cris, des gens se levaient pour mieux voir.
Des téléphones enregistraient sous tous les angles. Le chaos commençait, mais je n'avais pas fini. Lisa a une liaison avec son frère Michael depuis plus d'1 an. Ai-je poursuivi, ma voix couvrant le bruit. Le bébé qu'elle tient dans ses bras est son neveu, pas votre fils. David s'effondra sur sa chaise, comme si quelqu'un lui avait coupé les jambes. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son ne sortait. La transformation de son visage était spectaculaire. La confiance faisait place à la confusion à l'horreur, l'horreur à une compréhension dévastatrice. Lisa poussa un son étranglé et se précipita vers la sortie, toujours avec Ethan dans les bras. Elle courait vraiment, trébuchant sur les pieds des gens, ses talons frappant le sol du gymnase comme des coups de feu. J'ai les résultats du test ADN ici même. Annoncez-je en agitant les documents officiels. 99,9% de certitude. Michael Richardson est le père biologique de cet enfant. Le gymnase est tombé dans le chaos le plus total. Les gens criaient des questions, pointaient du doigt, se levaient sur leurs chaises pour mieux voir. Mes collègues sur scène étaient figés, oubliant leur propre remise de diplôme. Mais je n'avais pas encore terminé ma présentation. « Oh, Elisa !» ai-je crié, même si elle était déjà presque à la porte, « tu ferais bien de faire plus attention à l'endroit où tu laisses tes reçus d'hôtel, tes factures de bijoux, et surtout ce bracelet qui appartenait à ma mère. » Les lourdes portes se sont refermées derrière elle, dans un bruit de tonnerre. Je me suis retourné vers David, qui me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Son visage était passé de confiant à dévasté en quelques minutes. « Tu voulais me couper l'herbe sous le pied, » ai-je dit, ma voix résonnant encore dans le micro. « Tu voulais m'humilier publiquement. Tu voulais t'assurer que tout le monde sache que je ne faisais pas vraiment partie de ta famille. » Je me suis avancé jusqu'au bord de la scène, le regardant droit dans les yeux. « Eh bien, félicitations. Tu viens de me donner l'occasion parfaite de te rendre l'appareil. » La foule était désormais en délire. Les gens filmaient, prenaient des photos, les publiaient déjà sur les réseaux sociaux. Cela allait devenir viral en moins d'1 heure. D'ici demain, toute la ville saurait que David Richardson, homme d'affaires prospère et pilier de la communauté, avait été trahi par sa propre femme et son propre frère. J'ai rangé les résultats du test ADN dans mon dossier et me suis dirigé vers la table des diplômes. Le directeur, qui semblait complètement dépassé, m'a remis mon diplôme d'une main tremblante. « Félicitations, monsieur Richardson », a-t-il murmuré. « Merci », répondis-je en posant pour la photo officielle comme si de rien n'était. Ce fut une journée mémorable. Alors que je quittais la scène, mon diplôme à la main, j'entendais David derrière moi. Il criait mon nom, la voix cassée et désespérée. « Blake ! Attends. S'il te plaît, il faut qu'on parle. » Mais je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas arrêté de marcher. J'avais passé 18 ans à attendre son approbation, son acceptation, son amour. J'avais passé des mois à planifier ce moment précis, sachant que tôt ou tard, il essaierait de me pousser hors de sa vie. Je ne m'étais simplement pas attendu à ce qu'il rende les choses aussi faciles. Le piège qu'il m'avait tendu, l'humiliation publique calculée, la cruauté stratégique, s'était retourné contre lui de manière spectaculaire. Il voulait se débarrasser de moi en silence, me faire disparaître sans faire de vagues. Au lieu de cela, il m'avait offert la scène parfaite pour ma vengeance. Et le meilleur dans tout ça, chaque mot que j'avais prononcé était vrai. Le test ADN, l'affaire, les reçus d'hôtel, j'avais des preuves de tout. Des mois d'enquête minutieuse, à suivre Lisa, à rassembler des preuves. David se croyait si intelligent, si stratégique. Il pensait pouvoir me manipuler comme il manipulait tous les autres dans sa vie. Il avait tort. En poussant les portes du gymnase, je pouvais encore entendre le chaos derrière moi. Des gens criaient des questions, les téléphones sonnaient, le directeur essayait désespérément de rétablir l'ordre. Mais j'en avais fini avec tout ça. Fini David, fini sa fausse famille, fini de faire semblant d'être reconnaissant pour quelques miettes d'affection. J'avais mon diplôme, ma bourse pour Columbia et la satisfaction de savoir que parfois, la meilleure vengeance est simplement la vérité. Le parking était presque vide, tout le monde était encore à l'intérieur, collé à son siège par le drame. Je me suis dirigé vers ma Honda cabossée, j'ai jeté ma casquette sur le siège arrière et j'ai démarré le moteur. Dans mon rétroviseur, je pouvais voir des gens commencer à sortir du gymnase, parlant avec animation, leur téléphone collé à l'oreille. J'ai souri à nouveau et je suis parti. Qu'ils parlent. Que toute la ville parle. J'étais enfin libre. Mais la vraie question était, David allait-il survivre à l'effondrement complet de la réalité qu'il croyait connaître? Car lorsque la poussière serait retombée, il ne resterait plus rien du monde parfait qu'il pensait posséder. 3 mois après la remise des diplômes, David avait tout perdu. Le divorce avec Lisa avait été prononcé en un temps record.
Elle avait disparu avec Ethan et n'avait plus jamais été revue en ville. Michael avait tenté de tout nier jusqu'à ce que les preuves deviennent incontestables. Il avait perdu ses contrats les plus importants lorsque l'histoire s'était répandue dans les cercles d'affaires. David s'est retrouvé seul dans la maison où vivait autrefois une famille. C'est alors qu'il s'est présenté à la porte de mon appartement, méconnaissable. Les cheveux en bataille, le costume froissé, les yeux rougis par la fatigue. « Blake » a-t-il dit d'une voix brisée. « Je dois te parler. » Nous nous sommes assis dans la petite cour derrière l'immeuble. Pendant quelques minutes, aucun de nous n'a parlé. « Tu avais raison de me dénoncer » a-t-il finalement dit. « J'aurais juste voulu te protéger avant. J'aurais voulu être le père que tu méritais, au lieu du lâche que j'ai été. » Pour la première fois de ma vie, j'ai vu David pleurer pour de vrai. Pas des larmes d'apitoiement sur soi, mais des larmes de regret sincères. « Je peux te pardonner » a-t-il demandé d'une voix à peine audible. J'ai pensé à Catherine, à ses paroles sur le fait de choisir l'amour plutôt que la peur. J'ai pensé à toute la colère que j'avais accumulée et à la façon dont elle me maintenait prisonnier du passé. « Oui » ai-je répondu simplement. « Je te pardonne. » Ce pardon n'était pas pour lui, mais pour moi. Il s'agissait de choisir le genre de personne que je voulais être. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, David et moi dînons ensemble une fois par mois. Il suit une thérapie et s'efforce de devenir une meilleure personne. Nous ne sommes pas une famille parfaite, mais nous sommes authentiques. J'ai découvert que la meilleure vengeance n'est pas de détruire quelqu'un, mais de refuser de laisser sa douleur vous détruire. C'est de construire une vie si riche que le passé perd tout pouvoir sur vous. Si cette histoire de dépassement de soi et de choix vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits sur la manière de transformer les pires expériences en opportunités de croissance. Car parfois, les personnes qui nous blessent le plus profondément sont celles qui ont le plus besoin de pardon. Et parfois, c'est en accordant ce pardon que nous nous libérons enfin. La vérité l'emporte toujours. Et l'amour est toujours plus fort que la vengeance.